Donc, je m'étais inscrit dans cette conférence sur la mixité sociale et scolaire à partir d'un point de vue des pratiques pédagogiques. Voilà, je m'en doutais un petit peu avant, mais là, la conférence de consensus, je crois qu'elle a été tout à fait intéressante et à mon avis, son premier mérite, c'est déjà qu'elle existe. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de ce type de rencontres dans notre corporation entre les chercheurs et les praticiens, et qu'on sait bien que la diffusion de la recherche ne se produit jamais par la voie verticale et selon le mode de la tâche d'huile. À un moment donné, ça s'arrête à des premiers cercles et que tout ce qu'on peut organiser comme moyen de confronter avec des pressions à la reproblématisation, pour parler comme Martinan. Moi, j'aime bien son concept, c'est que, je ne butais pas de parler de ça, mais je trouve ça intéressant. Ce que dit Martinan, il dit qu'il n'y a pas des gens qui auraient la théorie et la pratique, ce qui est un clivage évidemment habituel mais un peu stupide, mais le problème c'est que si on veut travailler avec les praticiens, il faut reproblématiser à la manière dont les praticiens ont besoin qu'on reproblématise. C'est un travail de décalage qui est tout à fait important, et leur servir tout décoffrer les problématiques de recherche, ça n'a pas de sens pour eux. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne problématisent pas, mais ils ne problématisent pas dans les mêmes termes, mais non, c'est un peu difficile pour nous parfois de descendre de l'Olympe et de essayer de voir comment la façon dont nous voyons les choses peut être intégrée dans des soucis de praticiens, un peu à la manière, je ne sais pas s'il y a l'équivalent ici, mais à un moment donné en France on a inventé les ERT, c'était des trucs de recherche technologique, c'est-à-dire que sur le mode des sciences et des techniques dans la vraie vie, il y a parfois des verrous technologiques, et on essaie de faire contribuer plusieurs approches scientifiques pour essayer de faire sauter le verrou, mais ça suppose que chacune des sciences évidemment rentre dans la problématique spécifique. Voilà. Alors, comme je suis un garçon très sérieux et classique, je vous ai fait un plan en 3 parties avec une introduction et une conclusion, j'y crois même pas moi-même, dans laquelle, évidemment le début sur le juste et l'équitable, je l'ai très vite, parce qu'il s'agissait d'essayer d'exposer la situation qui est quand même une situation très française, je crois que ça va percer dans mes propos, qui est le fait qu'en France, c'est le premier point, c'est qu'on a beaucoup développé les politiques éducatives à partir d'un point de vue de standardisation. Dans un premier temps, comme intégration à la nation de l'ensemble des régions, ce qui a été l'œuvre de la fin du XIXe siècle, et après, quand des programmes plus sociaux sont intervenus après la Deuxième Guerre mondiale, comme volonté de démocratiser, mais là encore souvent à partir d'un modèle qui voulait être unique, avec l'idée que, encore une fois, le standard était garant de l'égalité. Voilà. Ces questions se sont complexifiées depuis, on verra peut-être pourquoi. Et à mon avis, ça donne lieu à plusieurs alternatives. Le point 2 va essayer de développer une notion que nous, alors le nous ici n'est pas un nous de majesté, c'est un nous de laboratoire, et notamment l'axe ESCOL qui a été créé dans les années 90 par Bautier, Charlot, Rochex, par ordre alphabétique d'entrée en scène. Et qui a eu cette approche assez spécifique dans le champ des sciences de l'éducation, voire de la sociologie de l'éducation, de vraiment s'intéresser au rapport au savoir, puisque c'est le thème qui a été mis sur orbite à l'époque et qui est toujours en vigueur. Historiquement, il y a eu deux écoles de rapport au savoir. Il y a eu Paris 8 et puis il y a eu Paris-Ouest, Nanterre, de gens qui étaient à la suite de Jackie Bayrou sur des questions de rapport au savoir, mais d'un point de vue plus psychologique, qui est une entrée tout à fait légitime et qui n'est pas la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on la méprise, mais ça n'est pas la même. Et je ne crois pas qu'eux-mêmes aient beaucoup continué dans cette voie-là. Il y a eu des travaux, je ne sais pas si vous connaissez, de Claudine Blanchard-Laville en particulier, sur quand on devient enseignant, qu'est-ce que ça met en jeu comme biographie personnelle, et l'idée que, notamment en termes de formation, c'était pas mal pour les praticiens de se poser ce genre de questions un peu archéologiques sur soi. Mais en termes de rapport au savoir, je crois qu'ils n'ont pas véritablement continué, et donc aujourd'hui l'acception elle est quand même très largement référée à ESCOL. Mais pour la beauté du geste et la justesse historique, il fallait dire ça. Donc nous travaillons la notion de malentendu, dont je dirai quelques mots. Je passerai ensuite à la question
des différenciations, puisque, comme tout le monde est bien obligé de constater que le modèle standard ne va pas à tout le monde et laisse pas mal de personnes sur le bord de la route, la mode s'est faite de différencier, avec là aussi, comme d'habitude, des objets à analyse, à polémique, à contestation, et j'essaierai de dire d'autres choses là-dessus. Voilà. Bon, tout bêtement, je suis parti d'un classique, je ne savais pas qu'il y aurait des collègues philosophes ici, mais qui est qu'en effet, nous savons au moins depuis Aristote que la justice n'est pas que l'égalité, hein, et que, comme le disait Aristote ici dans l'Éthique à Nicomaque, à partir de l'exemple des maçons de l'île de Lesbos, hein, par moments les pierres sont tellement disjointes, etc., que si on veut les mesurer, il faut une règle de plomb. Alors je trouve que c'est une belle image, parce qu'on conserve la règle, mais elle est en plomb. Elle est capable de se tordre, en tout cas de se déformer, de manière à ne pas perdre le sens de la mesure, si je puis dire, mais en restant aussi près du réel, qui n'est jamais ce qu'on croit qu'il est quand on le décrète a priori. Voilà. Donc l'idée est quand même rentrée dans le débat en France depuis les années 90 que la justice n'était pas que l'égalité, mais que l'égalité contribue à la justice de la même manière que l'équité. C'est l'époque en France à peu près où on a créé les zones d'éducation prioritaire, hein, un petit peu avant, avec le slogan qui était « donner plus à ceux qui ont moins », ce qui était un canif dans le contrat républicain qui était de donner la même chose à tous. Donner plus à ceux qui ont moins était une manière d'essayer précisément de rétablir une justice. Alors, je ne vous dirai pas que ça réussit, mais en tout cas, le paradigme a un peu changé. Parce que ce qu'on appelle chez nous, ce mot horrible, je ne sais pas s'il a envie de dire chez vous, la massification, mais bon, qui dit aussi ce qu'il veut dire, c'est que depuis en France, en 1975, la réforme qui porte le nom du ministre de l'époque, le ministre Haby, H-A-B-Y, est une réforme qui a unifié le collège, hein. On est passé au collège unique. Le collège, c'est le début du second degré. Les élèves vont, alors je parle en termes d'âge, parce que là tout le monde s'y reconnaît, ils ont entre 11 et 14-15 ans. Voilà. Et jusque-là, il y avait, moi-même quand je suis rentré dans le second degré, j'étais déjà au lycée, enfin il y avait plusieurs manières assez hiérarchisées. Et le prof de la réforme Haby, qui devait être ministre de Giscard d'Estaing, si j'ai bonne mémoire, avec le décalage horaire, c'est pas très sûr, vous en rendrez compte, ça a été de vouloir unifier. Et donc on assiste à cette chose curieuse, c'est que ce système qui se disait très égalitaire a manifesté immédiatement les inégalités, parce que quand les gens sont séparés, quand ils sont dans des Tupperware différents, avec des curriculums différents, des enseignants différents, des temporalités différentes, vous pouvez penser que tout cela est à peu près, enfin, je ne sais pas si vous dire équivalent, mais en tout cas, vous ne les mettez pas en comparaison. Dès qu'on a mis les gens dans les mêmes endroits, la comparaison s'est faite immédiatement, et la difficulté des métiers enseignants, qui n'a cessé de se démentir depuis, est allée avec. Hein. Comment fait-on avec des élèves aussi hétérogènes? C'est ce qui ressort de la quasi-totalité des enquêtes qui sont faites régulièrement sur le monde enseignant, et pour lesquelles eh bien, on peine à trouver des solutions, aussi bien en termes de politique éducative, puisqu'on voit bien que les mesures peuvent être assez facilement contournées, la carte scolaire, etc. etc. Il y a des tentatives aujourd'hui dans des lycées parisiens, dans des collèges parisiens, de faire en sorte que les élèves puissent accéder à plusieurs collèges, mais avec des phénomènes de pondération pour éviter l'entre-soi, hein, chercher les pareils que soi, qui est quand même l'obsession de tous les parents normalement constitués, mais on peut avoir une position comme parent et une position politique n'est pas la même exactement. Je ne sais pas si vous avez été sujet à ces affres-là, mais les morceaux ne se raccordent pas. Évidemment, le rôle des politiques, ce n'est pas de placer leurs enfants, c'est de faire en sorte que les choses soient accessibles à tous. Et donc voilà, cette caricature-là essaie de figurer de manière supposée plaisante le défi qui s'est posé à l'école, c'est que quand vous gardez des épreuves qui sont standardisées comme celle-ci, bien évidemment, on suppose que notre gros ami sympathique du milieu va avoir quelques difficultés à monter dans les branches de l'arbre. Je ne vous dis rien du poisson rouge et d'autres types d'élèves pour lesquels il a fallu regarder de plus près. Ils sont apparus en France dans cette tradition centralisatrice, l'idée d'élève à besoins particuliers, la notion d'école inclusive, enfin, toutes ces choses qui étaient déjà dans votre marmite, hein, et qui vient chez nous souvent après et qui traverse l'Atlantique, mais de la part de culture scolaire qui était déjà plus sensible à la différence qu'on ne l'était dans la vieille Europe et en particulier en France.
on dit le général de Gaulle disait comment voulez-vous qu'on arrive à gouverner un pays où il y a plus de 300 fromages, hein. Il y avait là une limite absolue au pouvoir standardisé. Alors, cette question de la standardisation, elle a été évoquée, soulevée, j'allais dire comme d'habitude, hein, par Pierre Bourdieu et les gens qui travaillent avec lui. Notamment cet article assez devenu canonique, l'école conservatrice, les inégalités devant l'école et la culture, en 1966, quand même avant le mouvement de massification. Voilà, où entre autres, Bourdieu dit ceci: l'égalité formelle qui règle la pratique pédagogique sert en fait de masque et de justification à l'indifférence à l'égard des inégalités réelles devant l'enseignement et devant la culture enseignée, ou plus exactement exigée. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses là-dedans, mais cette indifférence aux différences qui était la marque de fabrique de la République, elle supposerait des enfants qui arrivent vierges à l'école, c'est évidemment ce qu'ils ne sont pas, et que du coup soumettre les élèves qui sont déjà différents, qui sont porteurs de dispositions différentes, comme diraient les sociologues, à de mêmes épreuves, de mêmes enseignements, est une fiction d'égalité, parce qu'il y a des inégalités réelles devant l'enseignement et devant la culture enseignée, ou plus exactement exigée, parce que ça renforce encore la difficulté, c'est que beaucoup de ce qui est exigé à l'école n'est pas enseigné par l'école, mais est enseigné, comme on le sait, par capillarité, osmose, disait à l'époque Bourdieu, même si aujourd'hui on n'est plus exactement dans les mêmes termes, sont enseignés des éléments nécessaires pour réussir à l'école et qui ne sont pas de fait enseignés à l'école, mais à l'extérieur d'elle-même. Donc il y a une sorte de double enfreinte, comment je peux dire ça, une égalité supposée et des éléments supposés qui, s'ils ne sont pas apportés, ne peuvent pas garantir l'égalité. Bernstein, que je convoque ici, souligne une autre dérive de ce qui se passe quand l'égalité n'est pas assurée, c'est ce qu'il appelle le populisme pédagogique. Alors Bernstein est pour moi souverainement intéressant, en plus il a été publié par des Canadiens, souverainement intéressant mais souverainement agaçant, parce qu'il lâche des trucs dans des notes de bas de page ou dans les annexes, il ne revient plus, après il n'emploie plus les mêmes termes, donc il vous a mis le cerveau en ébullition et il ne fait pas le service après-vente, ça c'est pas très sympathique. Mais ce qu'il dit ici avec la notion de populisme pédagogique, alors je ne sais pas si vous êtes coutumier de ces concepts, hein, si c'est le cas j'allais vite, et puis même si ce n'est pas le cas aussi d'ailleurs, il distingue discours vertical et discours horizontal, si j'ai bien compris. Voilà. Parce que dans l'œuvre de Bernstein, il y a des moments où il s'intéresse au curriculum, et notamment à ce qu'il appelle la classification, la façon dont les matières, etc., sont ventilées dans les programmes de formation. Il oppose le modèle anglais, le modèle écossais, le modèle continental, etc., en montrant comment il filtre plus ou moins tôt. Hein. Mais ça, c'est la classification, et dans ce bouquin qui est publié dans un recueil en France sur langage et société, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est dans la collection de Bourdieu aux éditions de Minuit. Il évoque aussi non seulement la classification, mais le cadrage. Le cadrage étant ce qui relève plus proprement de la pédagogie, et dont il est question dans ce bouquin qui a été traduit en français en 2007, avec ce titre dont j'arrive pas à me rappeler même quand j'ai bien dormi. Donc c'est pour vous dire, pédagogie contre le symbolique. Le dernier recueil, oui. Pas celui avec Forker, avec Jung, non, c'est pas ça, le 71, c'est le dernier de Bernstein. Oui, je crois que c'est un des derniers de Bernstein, parce que je ne sais pas quelle est la date de publication. La traduction, c'était pas accessible en français jusque-là. Elle est de 2007. Voilà. Et donc là, il s'intéresse au cadrage, c'est-à-dire plutôt à ce qu'il appelle en gros la pédagogie. C'est-à-dire, une fois qu'il y a les classifications curriculaires, ça ne suffit pas, encore faut-il que le savoir soit apporté, apprêté dans les classes, et ce bouquin-là, pour nous, qui nous intéressons à la pédagogie, est évidemment tout à fait fourmi de pistes tout à fait importantes, dans lesquelles il distingue un discours vertical qui est plutôt le discours, je dirais, de l'autorité du savoir, un discours dans lequel vous avez des filiations conceptuelles de l'histoire, c'est-à-dire toute la matière académique du savoir. Mais il y a évidemment un discours horizontal qui est la façon... Vous permettez, oui. Pédagogie, contrôle symbolique et identité. Oui, c'est ça. 2007. Ah ben oui, mais d'ailleurs c'est... Ah oui.
Attends, c'est parce que j'ai pas. Oui, excusez-moi, c'est parce que j'ai pas cliqué. Voilà, pardon. Parce que j'ai pas cliqué. Moi, j'ai lu derrière votre. Parce que moi, je le vois là. Non, parce que je lis l'ouvrage. Ça marche. Et donc le discours horizontal, c'est plutôt un discours qui est référé aux personnes hein, et à leurs relations. Et évidemment, dans l'enseignement, il y a toujours les deux. Il y a toujours des contenus de savoir, mais les contenus n'existeraient pas s'ils n'étaient pas horizontalisés entre les personnes. Mais il y a une manière de faire du discours horizontal pour Bernstein et de donner une prééminence au discours horizontal qui confine à ce qu'il appelle le populisme pédagogique. Alors je vous lis ça, mais évidemment, il y en a plus. Le discours horizontal peut être vu comme une ressource essentielle pour le populisme pédagogique, censé permettre à certaines voix de s'assumer ou de les arracher au silence qui leur a été imposé, censé combattre l'élitisme et le prétendu autoritarisme du discours vertical. On offre aux étudiants et aux élèves un contexte officiel dans lequel ils peuvent s'exprimer tels pense-t-on qu'ils sont, spontex pour texte spontané. Voilà. C'est les cas pour Bernstein dans lesquels on en rabat sur l'exigence des savoirs pour se mettre à porter des personnes et où quelqu'un dans la conférence hier appelait ça la bienveillance morbide. Je trouvais le concept assez intéressant parce qu'on nous parle beaucoup de bienveillance aujourd'hui qui évidemment se déploie sur le plan horizontal mais ça interfère toujours avec l'axe vertical et la bienveillance, si elle n'est que bienveillante, voilà, de notre point de vue, arrive précisément à éliminer l'aspect institutionnel du savoir, ce qui pour nous voilà, est assez ennuyeux. Surtout quand d'autres y accèdent d'une autre manière. C'est un peu ça le problème. Donc, si vous voulez, nous serions un peu dans une sorte de dilemme entre un enseignement très formel, très verticalisé, qui ne tient pas compte des personnes, on va dire, et de notre côté, une possibilité d'enseigner très horizontale, qui tient beaucoup compte des personnes, mais qui ne tient plus compte des savoirs, si on veut mettre à l'extrême. Dans un travail que j'ai fait avec des collégiens dans lequel on les fait analyser les gestes professionnels des enseignants, on voit bien qu'ils ont ces deux axes en tête et qu'ils énoncent ça en termes de justesse et de justice, qui est une autre manière de formuler Bernstein. Ils sont très sensibles au fait que les enseignants soient justes, mais ils sont sensibles aussi aux enseignants qui leur donnent du grain à moudre. Et ils voient bien qu'il peut y avoir une forme de démagogie d'enseignants qui achèteraient la paix sociale, comme on le dit parfois, en les démunissant sur le plan des savoirs, avec à terme ce que ça implique pour eux de déqualification, etc., etc. Alors, pour sortir de cette affaire, il me semble que ce que nous ont proposé en 2004 Elisabeth Bauthier et Roland Guagou, sous le terme de hypothèse relationnelle, peut permettre de sortir du dilemme. Je vous ai donné la référence là, vous pourrez aller la voir, ça doit être dans le domaine public. Hypothèse relationnelle versus déficitariste. Ce qui a caractérisé les apports d'Escol, me semble-t-il, c'est que, et c'est pour ça que ça n'a pas toujours plu, y compris aux sociologues dont il pensait s'inspirer et aux gens qui les mobilisaient d'une certaine façon, c'est que dans cette hypothèse relationnelle, le rôle de l'école n'est pas simplement un rôle d'intériorisation et de duplication des inégalités sociales. Les thèses de Bourdieu, si on les nomme thèses de la reproduction, alors je pense que Bourdieu ne pensait pas les choses ainsi, mais en tout cas ça a été la vulgate bourdieusienne, bourdivine, comme on dit parfois, ça a été celle-ci, c'est que les enseignants, des praticiens pouvaient dire, écoutez, la société est tellement injuste que l'école ne fait que répercuter cette injustice et nous n'y pouvons strictement rien. Voilà. Il y avait une externalisation de la responsabilité. Ce qui a sonné un peu le glas de ça pour nous, c'est les enquêtes internationales, hein, PISA, Pearls, etc., qui nous ont montré aujourd'hui de manière malheureusement robuste et récurrente que non seulement l'école française est une école inégalitaire, mais qu'elle a tendance à en rajouter une pincée, voire une louche, entre le moment où les enfants rentrent à l'école et celui où ils en sortent et où c'est une des caractéristiques des enquêtes, voilà, des données PISA, que l'école française est une des plus inégalitaires hein, de ce point de vue-là, de tout le panel des 60, je ne sais pas combien de pays de l'OCDE maintenant, qui participent tous les 3 ans. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'hypothèse déficitariste, vous savez, c'est cette hypothèse classique qui d'ailleurs a été au fondement des politiques dites de compensation. Les élèves de milieu populaire, il leur manque des choses, donc on va leur donner, on va même leur en donner plus qu'à d'autres.
dit dans le terme classique des enseignants que j'ai été, les élèves ont des lacunes, il faut les combler. Malheureusement, comme toujours, le problème n'est pas aussi simple. Si les élèves n'avaient que des lacunes, ça serait assez facile. On leur ferait avaler des livres ou des logiciels et ils sauraient. Le problème, c'est que les élèves ont des types de rapports au savoir qui existent déjà, des types de représentations, de perspectives. Voilà, il y a beaucoup de théories qui tournent autour de ça avec des mots différents, mais qui, de mon point de vue, veulent dire la même chose. C'est que ce n'est pas des cires vierges. Ce sont des personnes qui ont déjà catégorisé le monde, qui ont déjà toutes sortes de représentations, formatées beaucoup par la famille et par le milieu des pairs, et qui donc ne se trouvent pas à l'école devant quelque chose par rapport à quoi ils seraient totalement démunis, mais devant quelque chose par rapport à quoi ils ont déjà une interprétation, une compréhension, mais qui précisément dans beaucoup de cas n'est pas celle que l'école attend. On est là donc devant plutôt du trop-plein que devant du vide. Et quand on a travaillé en particulier avec Séverine Kakpo sur les devoirs à la maison et l'aide des familles populaires aux devoirs à la maison, on se rend compte que les familles populaires sont démunies, mais qu'en même temps, elles ont des sortes de didactiques familiales qui sont souvent extrêmement étrangères, voire contraires à ce que l'école attend. Par exemple, voilà, il faut faire une lecture intériorisée, les parents pensent que c'est une lecture oralisée, il faut faire une lecture pour le sens, ils pensent que c'est pour apprendre l'orthographe, parce qu'ils répercutent leur propre histoire et leur propre vécu de l'école primaire quand ils ne sont pas allés au-delà. Ils croient bien faire en disant au gamin, voilà, on te donne un dictionnaire, tu as un roman à lire, tous les mots que tu ne connais pas, tu vas les noter, tu vas chercher la signification. Les enfants n'arrivent jamais à la fin du roman, et ils ont une sale note, et voilà, donc vous avez un nombre de malentendus importants qui se tissent parce que les attendus des exercices scolaires parlent beaucoup aux enseignants, qui en sont les prescripteurs, pas forcément toujours à tous les parents des prescrits. Donc le relationnel, ça veut dire qu'on sort du déficitariste et on se dit que les difficultés d'apprentissage, elles arrivent à la confluence de ce que demande l'école et de ce dont sont porteurs les élèves. Pas du fait de dons innés, etc., mais du fait de dispositions qui incluent bien évidemment des bases biologiques, mais qui ont été très fortement retravaillées par la socialisation première. Avec ce qu'on sait bien aujourd'hui, c'est que pour mes enfants à moi, ou beaux enfants, et sans doute les vôtres, il y a une sorte de continuité entre l'univers de socialisation familiale et l'école, avec ces phénomènes de pédagogisation de la vie quotidienne qui sont le lot quotidien des enfants d'enseignants, les malheureux. C'est quand même ceux qui réussissent le mieux à l'école, et c'est pas pour rien, et des gamins pour lesquels l'école est un autre monde, vraiment un monde dans lequel parfois ils peuvent ne strictement rien comprendre, et ne même pas savoir qu'ils ne comprennent pas, ce qui est peut-être la variante la plus discriminante. J'ai essayé de faire ça sur un schéma, je ne sais pas s'il a un intérêt, c'est que dans l'hypothèse naturaliste, vous avez d'un côté les élèves, avec deux manières de les naturaliser. Il y a eu la période des dons, où on était encore selon ces représentations de la phrénologie, etc., de l'époque de Gall et tout ce scientisme du 19e siècle, dans lequel on pensait, même des gens comme Zola, pendant du roman, sont des tenants de la théorie des tares, des handicaps, des choses qui sont inscrites dans votre biologie. Bourdieu et d'autres ont décapé cette chose, mais c'est devenu des handicaps socioculturels, ce qui était une manière de renaturaliser ce que la sociologie avait voulu dénaturaliser dans un combat infini. Voilà, l'hydre repousse toujours, et les handicaps socioculturels tirent le fait que dans certaines familles, il y aurait vraiment des handicaps socioculturels, sans prendre en compte le fait que non, c'est co-construit entre l'école et les familles, et c'est pas un handicap qui frappe les seules familles. Et de notre côté, les attentes de l'école qui sont universelles, elles n'ont pas à être mises en cause. Alors, l'intérêt de la sociologie du curriculum de ce point de vue, c'est de nous montrer comment les savoirs sont socialement construits, distribués, évalués, et que du coup l'universalité ne tient pas la route longtemps. Voilà. Si on regarde l'œuvre de quelqu'un comme Piaget, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration par ailleurs, mais évidemment faire des observations sur des enfants genevois, ça ne tient plus la route quand on trimballe le schéma des stades dans d'autres parties du monde où une partie de l'humanité est infantile, alors qu'elle vit très bien sa vie sans connaître mieux ce Piaget. Donc ça, c'est des choses banales, mais c'est ce qui caractérise cette hypothèse naturaliste, de substantifier, d'hypostasier l'école et les gens qui viennent à l'école. L'hypothèse relationnelle, elle pense que les attentes scolaires sont contextualisées,
comme nous apprennent des anthropologues. Je pense à des gens comme Elsie Rockwell, hein, qui essaient de faire des typologies de l'école. Il y a des écoles dans lesquelles on a formé pour la guerre, des écoles dans lesquelles on a formé pour la religion, des écoles dans lesquelles on a formé pour que les jeunes filles épousent des maris, des écoles dans lesquelles on a formé des citoyens qui n'ont pas les mêmes valeurs, pas les mêmes curriculums que les autres, donc c'est toujours contextualisé. Et de notre côté, il y a des dispositions socio-langagières et socio-cognitives qui sont des dispositions acquises, il faut toujours insister là-dessus, qui font que ça tombe plus ou moins en phase. Je pense aux travaux de, je ne sais pas si vous connaissez Muriel Darmon, qui a fait un petit 128 sur la socialisation, que je trouve intéressant, et qui a fait un bouquin sur, je crois, c'est la fabrication des élites, hein, qui s'intéresse spécifiquement aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles en France. Et il y a tout un chapitre sur le temps et la gestion du temps dans les études. Je trouve ça très lumineux parce que la variable, si je puis dire, du temps dans la scolarité et la manière de travailler est un discriminant fondamental entre les catégories sociales. Entre les élèves garçons, en particulier de milieux populaires, qui veulent absolument que leur travail soit récompensé tout de suite et que si ça ne marche pas, ils envoient tout valdinguer. Les filles qui sont plus travailleuses sur la durée parce qu'elles ont été socialisées différemment, les filles d'enseignants, etc., qui savent bien que quand vous rentrez à l'école, vous en prenez aujourd'hui pour au moins 20 ans, que c'est pas fini pour tout de suite, etc. Et cette gestion de la temporalité longue dans laquelle on admet faire des erreurs et apprendre de ces erreurs n'est pas du tout la gestion de la temporalité d'élèves qui vivent un peu au jour le jour, ne construisent pas de projet pédagogique mais essaient d'avoir la moyenne et de passer dans le niveau supérieur. Voilà, ils construisent à la fois leur scolarité et leur rapport au savoir selon des modalités très très différentes. À l'époque, quand il y a eu ces tests américains en particulier, qui étaient des adaptations de Binet et Simon, on allait interviewer des élèves de tribus indiennes, etc., qui prenaient un temps infini pour répondre et qui perdaient à toutes les épreuves, parce que l'idée c'était que l'intelligence était corrélée à la rapidité. Mais dans des sociétés, alors que je ne connais pas particulièrement, mais dans lesquelles vous débattez avec d'autres, vous organisez un conseil pour savoir quelle est la bonne réponse, évidemment, ce n'est pas le machin du jeu télévisé occidental dans lequel vous êtes le plus rapide à répondre, sinon vous ne revenez pas la semaine d'après. Oh, d'accord, il passe pas les photos. Oh, on est mal. Il y a un conflit de... Ouais, il y a un conflit. Bon. Alors, comment on va faire ça? Je vais vous le mimer, hein, tant pis. C'est de la censure. Voilà, oui, je pense. Voilà, avec ma petite camarade Elisabeth Bautier, nous avons essayé, nous continuons à essayer de développer cette question du rapport au savoir, mais pour éviter de nous répéter trop, nous essayons de l'affiner. Et nous avons mis l'hypothèse qu'en fait, les rapports au savoir, on peut les décliner en registres d'apprentissage. Alors c'est un peu bête parce qu'il y avait des patates là qui vous auraient montré ce que c'était. Tant pis. Il y a un registre scolaire de l'apprentissage, mais qui lui-même est fait de 3 autres registres. Alors c'est là qu'il faut vous accrocher. L'idée qu'il y a un registre scolaire d'apprentissage, c'est l'idée qu'on apprend bien évidemment ailleurs qu'à l'école, mais il y a une manière particulière d'apprendre à l'école. Ça ne nous aura pas échappé. Oui. Alors, des gens comme Guy Vincent, d'autres ont théorisé ça sous forme de forme scolaire. L'école, c'est un monde dans lequel c'est à part de la société, un peu, enfin c'est toujours dans la société, mais un peu à part. On travaille, on réfléchit selon des règles qui s'imposent à tout le monde. L'enseignant comme l'élève sont en position de reddition de comptes. Hein. On ne peut pas dire n'importe quoi, ce n'est pas le règne de l'arbitraire, ce que croient parfois les élèves. Parfois ils ont raison. Mais normalement, vous pouvez faire remarquer un prof qui se trompe, etc. Donc, c'est un monde à part, c'est un monde dans lequel vous pouvez faire des erreurs de calcul de robinet, vous n'inondez pas l'appartement, enfin bon, il y a toutes ces choses qu'on dit en la matière. C'est un monde dans lequel on n'apprend pas à faire la bicyclette, mais on apprend à faire des calculs sur l'effet gyroscopique, etc. C'est pas exactement la même chose. Alors voilà, nous on essaie de détailler ça, et donc comme vous ne l'aurez pas, je vous le dis, nous disons qu'il y a un registre cognitif, il y a un registre culturel, et un registre qu'on appelle de l'identité symbolique. J'essaierai de vous dire pourquoi. Le registre cognitif, c'est ce que je viens de raconter. C'est notamment, Elisabeth Bautier a pu dire ça en d'autres termes, mais elle parle de secondarisation en employant un concept de Bakhtin. C'est-à-dire que dans l'école, on travaille sur les objets du monde, mais d'une manière secondarisée.
Voilà. Chez vous pouvez apprendre à faire la mayonnaise, je pense qu'en chimie, vous allez apprendre l'émulsion. C'est la même chose, c'est pas la même chose, non, elle est normalement plus conceptualisée et avec un contenu plus générique dans le deuxième cas. Ça, c'est la marque de fabrique de l'école, c'est de monter en généralité, c'est ce que disaient des gens comme Vygotsky, etc., auxquels on essaie de se rattacher. Et ça n'est pas toujours compris. Je vous donne cet exemple-là que j'emprunte à Bernard Ray. C'est un petit exercice qu'on donne à des élèves belges. Calculer le coût de la peinture pour repeindre une pièce dont on a les mesures, les dimensions des fenêtres. On connaît par ailleurs le pouvoir couvrant de la peinture. Les prix sont les quantités achetées. La plupart des élèves équivalent CM1, CM2, donc c'est les 2 premières années de l'école primaire pour nous, tentent de calculer l'air, puis la quantité de peinture nécessaire, puis le prix. Une partie non négligeable déclare que le mieux serait d'acheter un pot de peinture de 5 litres pour commencer, puis éventuellement de retourner au magasin pour compléter. Voilà. Donc, vous avez là deux manières d'apprendre le même exercice. La manière évidemment correcte des enfants, et ici des élèves, qui ont compris qu'on est dans un cours de mathématiques et qu'il s'agit d'un habillage pour rendre l'exercice intéressant et pour qu'on puisse se l'imaginer, mais qu'en vrai, on fait des maths. Les deuxièmes types d'élèves sont tout aussi intelligents que les premiers, mais ils ne déploient pas leur intelligence sur les mêmes objets, ils les déploient sur des véritables objets du monde sans le secondariser. Et je dis parfois, si j'ai à faire repeindre mon studio, etc., et que j'ai un petit neveu à portée de la main, je préfère travailler avec le deuxième qu'avec le premier, parce qu'il a compris que les marchands de peinture sont menteurs, au moins autant que les fabricants de Mercedes quand ils donnent les taux de combustion, et que j'ai jamais réussi. Quand j'ai acheté des pots de peinture monocouche pour peindre mes plafonds, ça ne marche jamais. Vous retournez toujours chez le marchand. Donc voilà, il y a une dose d'intelligence tout à fait pragmatique importante chez les seconds élèves. Mais la ligne de démarcation se fait dans l'identification de qu'est-ce qu'on fait à l'école et sur quoi on travaille à l'école. Et ça, ce type de choses un peu plaisantes, nous on le multiplie par milliers et milliers dans tout ce qu'on a vu, d'élèves qui ne comprennent pas le contrat, au fond, qui est sous-jacent à l'exercice. Alors le deuxième registre, vous n'avez pas la patate, mais bon, elle est en intersection avec la première. C'est-à-dire que le registre culturel, il est fait de l'intersection des trois. Le registre scolaire est fait de l'intersection du cognitif, du culturel et de ce que j'appelle l'identitaire symbolique. Voilà, savoir de connaissances générales sur le monde, non réductible à la sphère. Vous pourrez avoir le diaporama après, ne vous embêtez pas, mais souvent nécessaire à la réussite scolaire. Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses à la fois. Il y a eu toute une époque, moi quand j'étais par exemple à l'école primaire, le monde culturel de l'école, il était assez évident. Il s'appuyait sur des objets consacrés. Je travaillais les poids et les mesures avec la balance Roberval. Il y avait les images d'Épinal pour apprendre l'histoire, on en parle à midi, où j'ai encore les grands personnages qui ont fait la France, etc., parce qu'on s'intéressait qu'à elle à l'époque. Il y avait les fables de La Fontaine qui ont soudé des générations, et La Fontaine, personne ne savait qui était La Fontaine, mais on ne savait pas qu'il y avait une littérature érotique bien plus intéressante que les fables, mais j'ai découvert beaucoup plus tard. Mais à l'école, c'est les fables, et je pouvais commencer la fable, mon grand-père continuait, voilà, il y avait une sorte de culture interne forte de l'école. L'école est devenue poreuse pour des raisons que je n'ai pas le temps de détailler, mais que vous connaissez aussi, et du coup, la culture scolaire, c'est plus des objets typiquement scolaires, c'est une manière scolaire de traiter des objets du monde. Ça, c'est devenu très difficile pour beaucoup d'élèves qui doivent développer une culture générale. La culture générale, évidemment, ça ne s'apprend pas. La culture générale, c'est une manière de transformer en modalité scolaire de réfléchir des objets qui sont dans la culture hors de l'école. Pour prendre un cas classique, a travaillé quelqu'un comme Stéphane Bonnery, la littérature de jeunesse, qui était très étrangère au monde scolaire, ou plutôt à laquelle le monde scolaire était étranger, est rentrée massivement dans l'école, chez nous, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, dans le primaire on ne travaille que sur la littérature, beaucoup, mais ça suppose là des transpositions importantes. Stéphane a notamment fait un truc génial, il a fait filmer par des étudiants le moment où le soir on lit des histoires à la maison dans des milieux sociaux contrastés, et on voit que les mêmes supports de littérature de jeunesse donnent lieu à des traitements extrêmement différents, beaucoup plus moralisateurs, avec un sens à peu près unique dans les milieux populaires, beaucoup plus esthétisants dans les milieux de cadre supérieur, avec l'idée qu'il peut y avoir plusieurs éventualités, etc. La littérature de jeunesse elle-même ayant évolué, entre les albums du Père Castor ou Babar, dans lesquels vous avez des conclusions qui
qui sont à peu près univoques, et des trucs genre le loup est revenu aujourd'hui, ou le loup est névrosé, il va chez le psy, on ne sait pas comment ça finit, c'est les cochons qui le bouffent. Enfin bon, on est dans des univers dans lesquels le sens a beaucoup éclaté, et qui supposent de l'enfant des capacités d'autonomie, des compétences, tout ce que les pédagogies contemporaines réclament, et qui est beaucoup plus en vigueur dans l'éducation familiale, hein, on est désolé de revenir là-dessus, mais bon, de certains milieux. Ce qui fait que quand on préconise parfois à l'école de se rapprocher de l'univers culturel des élèves, on ne leur rend pas forcément service parce qu'ils peuvent trouver qu'entre leur pratique culturelle et la façon dont l'école les traite, il y a des différences considérables et qu'ils peuvent se sentir trahis. Témoin ces deux petits morceaux que j'emprunte à Bonnery et Fenard, d'élèves. C'est un dispositif dans l'Académie de Créteil où on essaie de faire réfléchir les élèves sur des chansons ou des productions musicales dont ils sont au moins connaisseurs. Voilà ce que ça donne. Hein. Un Karim qui vous répond non mais ça va pas quoi, le rap c'est pour kiffer, c'est pas pour se prendre la tête. Ils vont pas en plus nous dégoûter de la musique qu'on aime en faisant des cours là-dessus. Hein. Christopher, non mais moi c'est comme ça, Claude François c'est de la daube. Je vais pas dire plein de phrases pour dire que c'est nul. Vous avez dit de dire ce qu'on pense. Moi quand je trouve qu'une musique c'est de la daube, je la réécoute pas 20 fois pour dire les détails que c'est nul. Tout ça va assez loin parce que dire ce qu'on pense à l'école et dire ce qu'on pense à l'extérieur de l'école sont les mêmes phrases mais ça n'a pas du tout la même signification, et y compris on sent que Christopher est en train de soupçonner l'école d'une espèce d'hypocrisie parce que c'est un univers dans lequel on ne pourrait pas dire ce qu'on pense. Parce qu'évidemment, dire ce qu'on pense avec la thèse, l'antithèse, des références communicables à tous, un point de vue décentralisé, un scripteur universel qui s'adresse à un destinataire universel, etc., qui sont les fictions didactiques de l'écrit scolaire, évidemment, c'est très étranger à la manière dont je me comporte avec mes pairs, même si ça porte sur les mêmes objets. Et donc, ce glissement d'objets et la proximité même des objets peut tomber dans le populisme éducatif si j'arrive pas à entraîner ces élèves sur d'autres voies, tout en respectant leurs pratiques, sans les trahir, etc. L'Iliade et l'Odyssée, d'une certaine manière, c'est plus facile, quoi. Le rap, c'est dangereux. Ce qu'on appelle l'identité symbolique, c'est dire ça. Bon, alors pour apprendre, il faut des espèces de procédures intellectuelles, il faut des objets, mais il faut qu'il y ait un sujet qui s'engage. Alors, identité symbolique, c'est pour dire que ce n'est pas une identité figée, mais que c'est une identité qui prend sens par rapport à une communauté. Ici, une communauté apprenante. Il y a une manière d'être élève qui n'est pas la même manière que d'être enfant ou d'être jeune. Durkheim avait déjà dit tout ça. Hein. Il y a un certain type d'identité personnelle. Les enfants apprennent déjà que pour parler, il faut lever le doigt. Évidemment, à la maison, on ne fait pas ça, etc. Il y a tout un espèce de façonnage important. Lorsque Lahire, Bernard, travaille sur les écrits d'élèves de familles populaires, il vous montre que quand on demande de raconter un événement plaisant ou déplaisant survenu pendant les vacances, si les élèves, si les jeunes sont dans une identité symbolique qui est je raconte ça comme à mon copain, évidemment, la plupart des règles de la rédaction ne sont pas observées. Hein. Décontextualisation, concordance des temps, etc. etc. Donc à l'école, il faut se comporter comme un certain type de sujet, et parfois ça va rentrer en conflagration avec les sujets réels des élèves. C'est un peu le cas de ce qui se passe en philosophie. Alors j'ai fait un petit travail sur la chose, sur la dissertation en particulier, et vous avez là un extrait d'une interaction que j'ai eue avec un des élèves, où je leur demande voilà, qu'est-ce qu'ils pensent des notes qu'ils ont en philo. En France, en philo, en dissertation, au baccalauréat, 75% des élèves n'ont pas la moyenne. Hein. C'est une épreuve qui est extrêmement discriminante pour des tas de raisons. L'écrit pose d'énormes difficultés. Et donc Ashkim, mon interlocuteur là, dit il n'y en a qu'une. Alors c'est dans la périphérie parisienne, c'est en Seine-Saint-Denis, élève issu d'immigration. Voilà. Il n'y en a qu'une dans la classe, c'est clair. Ouais, elle touche en philo. Elle va toujours dire en fait, elle ne se vante pas. Ça, c'est bien, c'est ça qui est bien. Elle fait son sujet, elle le lit, elle fait oh, j'aime pas mon sujet. Mais elle le rend quand même, et puis bon, la prof lui rend sa copie. D'ailleurs, toute l'année, elle a eu que des 14, ce qui est énorme en philo. Jacobac, elle a eu une note, c'est sur 20, hein, elle a eu qu'une note de 11, je crois, un truc comme ça. Donc Claire, le fait qu'elle soit bonne et pas vantarde, c'est plutôt apprécié.
Ben ouais, nous on aime bien ça parce que quand une personne se vante trop de ce qu'il sait faire ou quoi, il y a deux solutions. Soit on l'aime plus, on l'apprécie pas, donc on la rejette. Sinon on se sent inférieur. Donc vu que ici dans les banlieues, se sentir inférieur c'est pas admis, on la rejette quoi, c'est clair. Donc voilà, je rentre pas dans les détails, mais on voit bien comment le sentiment d'infériorité important que traînent ces élèves tout au long de leur vie. Supportent mal d'être réévalués en philosophie sur leur personne et que ça pose un problème tout à fait important de prendre des risques intellectuels. Et ceux qui les prennent risquent de passer pour des êtres supérieurs et donc ils doivent donner des gages qu'ils sont comme les autres et qu'ils ne roulent pas les mécaniques. Hein. Et ça c'est ce qu'on aime chez Claire. Elle dit « Oh, j'aime pas trop ça, mais je le fais ». Elle a des bonnes notes, mais elle la joue discret ou discrète. Et ça c'est tout à fait, voilà, il y a tout un code. Arriver à être bon dans les établissements de la périphérie, c'est une construction personnelle très difficile parce que vous devez donner simultanément des gages à l'institution et des gages au groupe des pairs qui a une vigilance absolument inflexible pour qu'ils sortent du peloton sans ticket de sortie. Hein. C'est vraiment, les élèves utilisent beaucoup d'énergie à ne pas travailler au niveau où ils pourraient le faire. Je vous donne deux notions. Alors, on va passer aux questions des différenciations, parce qu'il faut quand même que je vous laisse parler. Sur les pédagogies différenciatrices, je vais donner trois notions qui paraissent assez intéressantes, en tout cas pouvant être regardées. Les premières, je l'emprunte à Jean-Yves Rochex et Jacques Crinon, qui ont piloté ce bouquin sur la construction des inégalités scolaires, dans lequel il y a des didacticiens, des mathématiques, etc., qui disent des choses aussi. Je dis ça pour appâter le client. Et vous disent-ils, on peut considérer qu'il y a des différenciations passives. Alors, différenciation passive, vous pourrez voir le texte, c'est le fait qu'en effet, sans que les enseignants fassent rien de particulier, les curriculums dont ils sont porteurs vont faire que des élèves sont démunis. Par exemple, aujourd'hui, le privilège accordé à la mise en activité, qui est une tarte à la crème des préconisations, tous les élèves doivent être actifs, tout le temps d'ailleurs. Et comment on le voit? Parce qu'ils bougent, bon, ce qui est souvent un critère un peu superficiel, mais on voit beaucoup de jeunes enseignants malades parce que le jour où l'inspecteur était là, les élèves se sont tus. On leur dit mais enfin, c'est pas si grave que ça, peut-être qu'ils réfléchissent à l'intérieur et que pas parce qu'ils sont debout sur la chaise à essayer de répondre à la pêche aux devinettes que font parfois les enseignants pour les stimuler, qu'ils apprennent quelque chose. Bon, hein. Donc voilà, c'est devenu là aussi une doxa pédagogique, les élèves doivent être actifs, sauf que c'est à leur seule charge, hein, avec ces exercices sur lesquels on insistait Elisabeth Bautier en particulier, dans lesquels vous savez qu'aujourd'hui c'est à la charge des élèves de mettre en lien des éléments qui sont donnés de façon éparse. Par exemple, s'ils ont fait des travaux sur les doubles pages des manuels dans lesquels vous avez à répondre en histoire sur la chevalerie, alors vous avez un chevalier, vous avez un château au fond, vous avez des tas de trucs qui servent à rien dans le décor, mais précisément le but de l'élève c'est d'arriver à extraire les éléments qui sont pertinents pour répondre à la question et donc à éliminer les autres. Alors qu'autrefois vous aviez un résumé, je ne dis pas qu'il faut en revenir là, je dis qu'on est dans un changement de paradigme d'apprentissage, vous aviez un résumé, les trucs soulignés en rouge importants, qui sont aujourd'hui à la charge des élèves. Et ça, c'est, comme ils insistent, appris largement hors la classe, dans l'univers familial, ou lors d'une étape antérieure du cursus scolaire. Et c'est même pas la peine de faire quoi que ce soit, l'écrémage se fait tout seul. Mais il y a plus ennuyeux, c'est ce qu'ils appellent la différenciation active. C'est que les enseignants peuvent mettre les élèves dans des... Ils empruntent le terme, je crois, à Schubauer, Léonie. Hein, les enseignants peuvent mettre les élèves dans des contrats didactiques différentiels, en ne donnant plus les mêmes tâches aux uns et aux autres, ce qui est en effet une manière de différencier. Le problème étant qu'on a tendance à donner des tâches de moindre exigence aux élèves les plus faibles et de les cantonner dans ces moindres exigences, qui fait qu'au bout d'un moment, et par phénomène je ne sais pas s'il faut dire de réitération, voilà, se déposent progressivement les dispositions d'élèves et qui façonnent progressivement les trajectoires jusqu'au phénomène de décrochage hein, que l'on peut connaître. Donc ça, c'est évidemment du rôle des enseignants et de leur responsabilité. Alors les gens d'Escole ont beaucoup insisté, par exemple, sur le rôle des fiches. Hein,
à l'école primaire, sur le fait que pour essayer de rendre l'exercice plus facile, on le tronçonne en items auxquels il faut répondre, sans prendre suffisamment en considération le fait que des élèves sont capables de répondre item après item, mais sont incapables de faire la globalité de ce qui a été, de rétablir le sens global, et donc ils ont tout bon, sauf qu'ils n'ont pas bon sur l'essentiel, c'est-à-dire à quoi ça servait ce qu'on a fait. Voilà. Ce qui est quand même ce qui fait la différence, puisque les savoirs scolaires sont ces savoirs de la montée en généralité permanente qui trament le curriculum. Autre notion que je trouve intéressante, c'est la notion que développe Sabine Kahn dans ce petit bouquin sur la pédagogie différenciée. Vous laissez distinguer différenciation a posteriori et a priori, parce que dans la plupart des dispositifs qui essaient de différencier aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est chez vous, la différenciation intervient d'une certaine façon quand le mal est fait. C'est-à-dire une fois qu'on a considéré que les élèves avaient des apprentissages très inégaux, on va mettre en place des dispositifs de différenciation pour essayer de les remonter, de combler les lacunes selon le modèle. Comme si, encore une fois, l'école n'y était pour rien et qu'on venait à la sortie de l'alambic essayer de retaper par charité, par bienveillance, les gens qui sont mal tirés. Ça donne lieu en France à une stratification de dispositifs dont même les inspecteurs ne sont plus capables de tenir la liste tellement il y en a, qui sont d'une invisibilité très très grande, d'une grande opacité. Ce que dit Sabine, c'est il vaudrait mieux différencier a priori. Qu'est-ce que ça veut dire? La pédagogie différenciée a priori prend d'abord forme dans la pensée de l'enseignant et doit l'amener à certaines vigilances. Anticiper qu'il y aura des élèves qui seront pris dans l'activité qui leur est proposée, qu'il y aura des élèves qui s'en acquitteront pour acheter une certaine paix scolaire, qu'il y en aura qui se perdront dans les anecdotes de la séquence de classe, que d'autres n'en retiendront que les traits de surface, tels que les objets qui auront été manipulés, etc. Bon, les travaux de Bonnery sur ces élèves qui montent un schéma électrique, qui croient que le but de la séance c'est de faire joujou avec la planchette de bois, les fils de cuivre, le générateur, l'ampoule, et que quand on passe au schéma du circuit électrique sur le tableau, ils ne comprennent pas pourquoi les fils n'ont pas la même couleur, parce qu'évidemment ce qu'ils ne comprennent pas c'est le concept, et que voilà. Donc ces malentendus sont des malentendus profonds et puissants, et ce que pense Sabine Kahn, et je suis assez d'accord avec elle, c'est que de mon point de vue, il n'y a pas autant de malentendus que d'élèves, il y a des familles de malentendus. Et les élèves qui confondent l'habillage de l'exercice avec la finalité de l'exercice, on peut vraisemblablement savoir que ça existe et les repérer et agir au moment où on est en train de faire les choses et de penser que peut-être certains ne comprennent pas bien quelle est la finalité de la séquence, avec notamment la question de l'institutionnalisation sur laquelle les didacticiens insistent, à juste titre de mon point de vue. On voit bien quand on interroge les élèves sur qu'est-ce que vous avez fait en cours aujourd'hui, la diversité des réponses qui peut sortir. Ces élèves de Stéphane qui croient qu'on travaille sur le massif central et pas sur la cartographie, et qui trouvent que la maîtresse est une traîtresse parce que l'exercice est tombé sur le massif armoricain alors qu'on avait travaillé le massif central. C'est ça les profs. Voilà, ma conclusion c'était sur la question de la mixité des publics et des changements curriculaires. Parce que quand même ce à quoi on assiste dans les écoles d'aujourd'hui, c'est que les publics se sont démocratisés sociologiquement, si on peut dire, en même temps que les curriculums sont devenus de plus en plus exigeants. Et je trouve qu'on fait pas souvent, qu'on donne pas souvent son juste poids à ça. Si vous regardez ce que sont aujourd'hui les exercices du baccalauréat, alors qu'il n'y a pas le même baccalauréat que chez vous. Le baccalauréat chez nous, c'est la fin d'études secondaires, mais c'est aussi le premier grade du supérieur qui permet d'entrer à la fac justement sans examen pour l'instant. Si vous regardez les exercices de baccalauréat, par rapport au bac que j'ai passé moi-même, mais c'était d'une simplicité désarmante de mon temps, c'est devenu d'une hyper-complexité aujourd'hui. Voilà. Il y a des gens, moi j'ai eu des séries technologiques, gestion, commerce, etc. Des gens qui devaient faire des bilans à partir, des travaux à partir de bilans d'entreprise, etc. C'était vraiment un travail d'une très grande complexité avec une façon de prendre en charge, carrément de la dévolution de problèmes, qui n'existait pas à l'époque où vous connaissiez les productions de charbon et d'acier de l'URSS de l'époque et des USA, où vous en sortiez. Bon. Donc ça, c'est des changements curriculaires importants et en même temps on trempe là-dedans des publics pour lesquels on ne se pose pas toujours la question des moyens, des technologies d'apprentissage, des méthodologies de l'apprendre, apprendre une leçon par exemple, voilà, qu'on n'apprend pas dans tous les milieux de la même manière, on pourrait y revenir, et que on hésite de mon point de vue entre des pédagogies qui sont des pédagogies de l'occultation des savoirs. On ne doit jamais montrer les savoirs aux élèves, ils doivent tout construire eux-mêmes.
Et de notre côté, certains de vos collègues en particulier ici, qui sont dans des pédagogies de l'instruction directe, hein, qui prennent le contre-pied de ça, pour des raisons, à mon avis, fondées, parce qu'à force de ne pas montrer les savoirs, les élèves qui ne les ont pas eus par ailleurs peuvent ne jamais les avoir, et donc on va les instruire directement en explicitant. Alors, je vais y revenir. Je vais y revenir tout de suite d'ailleurs. Voilà, j'ai emprunté le schéma de l'éducation explicite, mais que vous devez connaître, avec modelage, pratique guidée et pratique autonome. Et voici ce que dit Vincent Carrette, qui, dans l'équipe de Bernard Ray à Bruxelles, ont essayé d'analyser les caractéristiques des enseignants efficaces. Et je trouve assez intéressant ce qu'il dit. Nous avons pu montrer à partir de notre dispositif que les caractéristiques des enseignants efficaces déterminées à partir d'épreuves d'évaluation de compétences étaient sensiblement différentes de celles déterminées à partir d'épreuves plus classiques inspirées par des pratiques de la pédagogie par objectif. Les enseignants qui sont efficaces dans un domaine ne sont pas forcément dans l'autre. Parce que former les gens par objectif et les former pour les compétences, ce n'est pas la même chose. Et il n'est pas certain, et moi je partage ce point de vue, que les pratiques d'instruction directe soient des pratiques qui qualifient les élèves pour le passage aux compétences. Voilà. Donc moi c'est un relatif faux débat pédagogique si on ne se demande pas quels sont les objectifs qui sont visés. On est dans une guerre de religion, de méthode, mais qui n'a pas de sens. Hein. Voilà, et que, en effet, les courants constructivistes, vous pourrez voir la suite du verbatim, requièrent des types de pédagogie qui ne sont pas, qui peuvent pas être des pédagogies d'instruction directe. Alors, pour autant, il faut expliciter. Qu'est-ce que ça veut dire expliciter ? Je vais terminer là-dessus en essayant de donner 2-3 éléments. Là aussi, je me réfère à Bernstein. Il n'y a pas de texte, je ne vous l'ai pas mis, je regrette. Dans toujours le même bouquin, Bernstein fait la différence entre explicite, implicite et tacite. Alors, pour ce que j'ai compris, il peut y avoir de l'implicite dans une séquence d'enseignement. C'est si par exemple je ne dis pas exactement sur quoi on va travailler pendant la séquence, mais je peux parfaitement l'expliciter. En revanche, le tacite, nous dit-il, c'est ce que ni les enseignants ni les élèves ne savent qui est en jeu dans la séquence. Et que même avec un effort d'explicitation, au sens de rendre clair ce qui n'est pas forcément, au sens de donner tout ce à quoi je pense quand je fais cours, le problème du tacite et des malentendus de mon point de vue, c'est pourquoi je fais la différence entre sous-entendu et malentendu, le sous-entendu relève de l'explicite ou de l'implicite, alors que le malentendu relève du tacite, c'est-à-dire de quelque chose qui échappe aussi bien aux enseignants qu'aux élèves. Et je me risque, avant d'ouvrir la discussion avec vous, à ces propositions finales. Hein. Qu'est-ce qui relève des sous-entendus pour moi ? On peut expliciter aux élèves le sens des études. Peut-être après tout, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font à l'école, à quoi ça sert, que c'est un monde qui n'est pas exactement le même qu'à la maison. Il y a des choses qu'on peut expliciter. Qu'est-ce que c'est faire des études ? Ça ne va pas servir tout de suite, il faut être patient, etc. etc. Bon. On peut expliciter les consignes. Alors ça, on le fait beaucoup aujourd'hui. Beaucoup d'enseignants en France ont pu penser qu'à partir du moment où on est passé au cartable numérique, c'est-à-dire au moment où les devoirs sont écrits pour tout le monde et non pas recopiés à l'arrache dans la dernière minute, et même une fois que la cloche a sonné par les élèves, avec beaucoup de lacunes et d'imperfections, les parents ont le libellé exact, les élèves, donc forcément, ils doivent travailler. On va voir, ça ne résout pas, ça résout une partie des problèmes, mais pas tous. Il ne suffit pas d'expliciter les consignes, bien évidemment, pour des tas d'autres raisons. Donc, alors, on peut en effet les expliciter et de façon générale lever les sous-entendus de l'enseignement. On va travailler sur des objets spécifiques, hein, dire voilà, c'est ça qu'on a voulu faire. On peut aussi expliciter ce qui a fait l'objet de l'enseignement. Aujourd'hui, j'ai pris tel exemple, mais l'exemple du Massif central, c'était en réalité parce qu'on apprenait les courbes de niveau, les échelles, l'orientation de la carte, et ça vous servira pour toujours, pour tous les types de cartes. Si vous allez sur Mars un jour, vous pourrez faire de la cartographie, je suppose. Voilà. Donc ça, c'est en effet de la responsabilité des enseignants qui est de lever les sous-entendus. Et donc, il peut y avoir une pédagogie explicite. La question des malentendus me paraît différente. Et je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir en étant dans une relation univoque d'explicitation, mais qu'on est obligé de faire s'expliciter les élèves sur pourquoi ils n'arrivent pas à faire ce qu'on leur demande de faire. De la même manière que en clinique de l'activité et sans doute en didactique professionnelle, maintenant, le but des chercheurs et des praticiens, c'est d'arriver à comprendre, à faire en sorte que les acteurs s'explicitent sur, comme le dit Soja, qu'est-ce que ça demande de faire, ce qu'on nous demande de faire.
Ce qui est toujours le sous-jacent de l'acte de travail, tout bête. C'est-à-dire, voilà, les enseignants, écoutez, c'est très facile. Aujourd'hui, vous allez faire travailler tous les élèves. Vous allez quand même dégager une élite. Et vous allez vous intéresser quand même aux cas particuliers. Mais parmi les cas particuliers, vous allez traiter les élèves porteurs de handicap et les élèves, vous allez traiter les 10, mais en même temps les élèves qui ont des troubles de comportement, etc. Les enseignants disent, voilà, tâche infaisable, et on aimerait bien, nous, et comment est-ce que cette tâche peut devenir moins infaisable quand on fait expliciter aux praticiens ce que ça leur demande de faire ce qui est demandé. Est-ce que c'est faisable, est-ce que ça ne l'est pas, à quel prix ça le devient. Et vous voyez que ça suppose de créer, y compris des moments, et je verrai dans le dernier point pourquoi c'est pas si facile que ça, dans lesquels il faille faire s'expliciter les élèves. Pour avoir travaillé récemment à partir d'observations sur des parents enseignants qui font travailler leurs enfants le soir, on voit que jour après jour, je crois un des grands secrets du travail des parents enseignants intervenants, parce qu'ils ne sont pas tous, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois que l'élève trouve un résultat juste, de dire mais attends, non, mais comment tu as fait? On est sans arrêt dans cette pression qui fait intérioriser la règle de la reddition de comptes, alors que quand on est chez les parents de milieu populaire, que voit par exemple Françoise Robin en Belgique, c'est j'ai trouvé un résultat, vite je passe à autre chose, et les parents sont eux plutôt obsédés par le fait qu'il n'y ait pas de rature, pas de tâche sur la rue, parce que c'est ce sur quoi ils peuvent avoir un contrôle, mais ils ne sont pas du tout dans l'idée, demande-toi quel rapport ça a avec le cours précédent que tu as eu et en quoi ça anticipe sur la leçon qu'il va y avoir, qui est ce à quoi ont droit les enfants d'enseignants en permanence, et qui sans doute fait des différences spectaculaires. Qu'est-ce que ça demande de faire ce qu'on a à faire, et qui n'est pas juste la validation de la consigne. Donc contrainte à l'explicitation, avec le fait que dans les travaux scolaires, ils sont sans doute pas tous du même niveau, et que je crois que, de mon point de vue, mais voilà, je ne veux pas trop le développer pour ne pas être trop long, mais je crois que ce que nous ne savons pas faire dans le socio-constructivisme qui s'est mis en place, il me semble qu'on a beaucoup exagéré ce qu'ont dit les didacticiens quand ils ont parlé des dévolutions de problèmes. Tous les apprentissages, je crois, ne se font pas par dévolution de problèmes. Il y a des apprentissages qui se font d'une autre manière, sans doute plus directe, et qu'on peut imaginer qu'on peut apprendre d'un cours magistral, mais qu'on peut apprendre aussi d'un cours dans lequel on est mis en difficulté à essayer de recycler des notions qui ne sont pas exactement faites pour ça, en retravaillant, en élargissant la zone de développement proximal, tout simplement. Et que comme on ne sait pas faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait le cours dialogué. Alors quelqu'un comme Michel Fabre a écrit sur le cours dialogué. Avec Bernadette Fleury, ils ont fait un texte dans lequel ils disent le cours dialogué, c'est comme le semis des œufs de Pâques dans le jardin. C'est-à-dire que vous savez, à la fête de Pâques, on cache ça dépend des régions, des lapins en chocolat, des œufs, je ne sais pas ce que vous cachez ici, des cloches. Et évidemment, c'est vous qui les avez cachés. Vous savez où c'est, quand vos petits-neveux ou enfants les trouvent, vous feignez l'émerveillement comme si c'était un miracle. Voilà. Et le cours dialogué, c'est ça. Le prof arrive avec le texte du savoir, il a fait quelques trous, et il fait remplir ces trous par des élèves qui savent, et plus le temps, plus la chronogénèse est un peu angoissante, plus il va interroger des élèves qui savent, parce que ça fait avancer la chronogénèse. Que fait-on des erreurs? Que fait-on des élèves qui n'ont pas répondu? Rien du tout. Et nous sommes néanmoins devant la fiction de l'activité des élèves. Voilà pourquoi le cours dialogué est très sans doute, à mon avis, une des choses extrêmement néfastes qui existe à peu près partout et qui ne permet pas, ou permet peu, de comprendre pourquoi les élèves répondent comme ils répondent ou ne répondent pas. Et le dernier point, c'est que si l'on veut travailler sur les malentendus, ça suppose aussi des conditions qui sont assez peu remplies, dans des situations d'enseignement dans lesquelles on a de plus en plus externalisé le travail personnel des élèves, le travail en autonomie plutôt. En France, ça remonte à 1902, je vous en fais grâce. Il y a eu tout un temps dans le secondaire, il y avait 2 heures de cours. Quand il y avait 2 heures de cours, l'enseignant faisait en général la leçon pendant la première heure et des exercices pendant la deuxième. Pour des raisons techniques, on est passé à des séquences largement de 1 heure de cours. Et donc, de ce fait, les enseignants ont pris l'habitude de ne faire que les leçons et de laisser les exercices à faire par les élèves à l'extérieur. À l'époque, c'était déjà des élèves assez nantis socialement. Il y avait des répétiteurs dans l'établissement qui étaient parfaitement connaisseurs du cours que faisait l'enseignant et donc qui pouvaient jouer le rôle de remédiation, etc. Le système qu'on connaît, je crois que chez vous c'est encore pire, si je pense à Tardive-Levasseur sur la division du travail éducatif, il y a une nuée de personnels qui sont intervenus dans l'aide, et avec les phénomènes qu'on a observés, nous, notre équipe, quand on va aux aides de devoirs, des gens qui sont d'extrêmement bonne volonté mais qui ne connaissent pas le programme, les élèves arrivent,
ils n'ont plus le manuel, ils ont une fiche G4, ce qui correspond à la nomenclature du prof, c'est la fiche de géographie ou de grammaire ou de je ne sais pas quoi. Ils ont un mal de chien à rétablir la continuité, il y a une perte de temps et d'énergie considérable, ce qui pour moi est souvent un jeu perdant-perdant. Parce que dans ces situations de travail externalisé, l'enseignant est privé d'indices sur ce que savent faire réellement les élèves, et donc sur les malentendus qui peuvent parasiter la situation. Et les élèves sont privés d'une aide opportune au moment où ils en auraient besoin. Ils sont renvoyés souvent à l'extérieur. Parfois je dis qu'il vaudrait mieux qu'ils soient seuls que mal accompagnés, hein, parce qu'on voit qu'ils passent à travers, non pas des forêts de symboles comme chez Baudelaire, mais des forêts de conseils qui sont souvent peu opportuns. Hein, quand Séverine Cacpo a travaillé sur ces familles d'origine immigrée qui font travailler les enfants le soir, on voit des familles qui font revenir des livres de lecture d'Afrique parce qu'ils pensent qu'on apprend mal à écrire en France désormais et à lire avec les manuels contemporains. On est vraiment dans des tensions terribles, ce qui peut déboucher aussi chez les élèves sur des conflits de loyauté, hein, parce que qui a raison? C'est les maîtres, c'est la famille, quelle est la langue qu'on parle, quelle est la bonne, voilà. Y a là des situations liées à l'externalisation qui rendent assez peu aisée la façon de remédier aux malentendus d'apprentissage. Malentendus qui, si on les appelle socio-scolaires, c'est parce qu'ils mettent en tension des logiques sociales et des logiques scolaires. Logiques sociales qui peuvent être des logiques d'acquittement de la tâche. Beaucoup d'élèves sont convaincus que faire ses devoirs, c'est surtout une posture morale, comme le nom de devoir d'ailleurs la charrie. Hein. Une fois que je les fais, je suis tranquille et je montre que je suis loyal par rapport à mes parents, etc. Alors que ce qu'on leur demande, c'est pas d'être dans la tâche, mais dans l'activité. Et tension scolaire, parce que précisément, les logiques scolaires ne sont pas les logiques sociales. Voilà, vous avez un petit échantillon des références que j'ai faites, hein, que vous pourrez avoir. Et je suis ravi d'avoir 3 quarts d'heure pour parler avec vous.